J'ai quelques plaines et places, plutôt des places pardon, à vous proposer. Elles sont pour la plupart, je crois, dans le bassin parisien. Et donc ici, une première place. Alors, les différents exemples que je montre, il y en a peut-être l'un ou l'autre qui n'y sont pas, sont dans les catalogues qu'on a créés justement pour illustrer par 60 cas ce qui peut être fait ou ce qui a déjà été fait, surtout en Europe et même aux États-Unis. Et donc ces catalogues sont sur les tables, vous pouvez les consulter et si j'ai bien compris, ils intégreront les bibliothèques, le centre de documentation. Mais ils sont disponibles sur le site internet de Bruxelles Environnement dans les deux langues bien entendu, et ça vous aurez les liens en fin d'exposé avec les différents outils qui sont évoqués. Donc cette place-ci est une place qui a deux fonctions. Elle accueille à la fois au fond, enfin ici, une descente vers une station de métro, et sur le pourtour un peu plus haut, elle accueille aussi des terrasses commerciales. Et donc toutes les eaux, à la fois des terrasses commerciales et de cet élément un peu plus bas ici, sont gérées voilà, entièrement à ciel ouvert, et vous allez voir, c'est une place inondable en fait. Et donc quand il pleut, la place est animée aussi par des sortes de jeux d'eau parce que l'eau suit des fentes qui sont un petit peu partout dans ces murs un peu bruts. Donc la place est vraiment animée par l'eau en temps de pluie. Et elle est guidée tout d'abord vers un petit bassin d'orage enterré qui fait 120 mètres cubes en dessous de cet élément végétal. Mais quand ce bassin, pour une pluie d'un temps de retour d'environ 6 mois, est plein, ce bassin peut déborder dans cet élément vert tout d'abord, puis si la pluie est plus importante, c'est même la place qui se fait inonder sur une dizaine de centimètres lors d'une pluie centennale. Alors, une autre place inondable, c'est le parvis d'un collège, toujours en Île-de-France. Et donc, ce parvis collecte les eaux alentours et les siennes propres, donc il est son propre bassin d'orage. Et donc, une partie des eaux qu'il collecte et qui vont y stagner quelques moments sont infiltrées dans les parties verdurisées, les parties restées perméables. Si la pluie est vraiment très très importante, il y a un débordement qui est possible vers une zone choisi à cet effet et qui guide l'eau vers un exutoire, vers le réseau d'égouttage. Mais il y a aussi un débit limité en partie basse pour qu'il se vide plus rapidement. Et donc la hauteur d'eau qui peut être stockée là est de 35 cm. Ça correspond à une pluie de temps de retour de 10 ans. Et donc voilà, elle est aussi aménagée pour qu'on puisse marcher sur son pourtour sans avoir les pieds dans l'eau par temps de pluie. Et donc, imaginez un petit peu le coût qu'aurait représenté tout ce volume à stocker en dessous, en enterré, avec des pompes pour le vider rapidement avant que la pluie suivante n'arrive, etc. Donc, ce type d'infrastructure est extrêmement bon marché. Alors, c'est vrai qu'il faut la connaissance pour que ça ne soit pas dégoûtant après chaque pluie, etc. Il faut vraiment travailler les pentes de façon précise. Mais oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple, une pluie de temps de retour de 10 ans, qui est la pluie de référence à Bruxelles pour le dimensionnement du réseau d'égouttage, c'est une pluie qui monte à 3,8 cm. Hein, sur un toit, cet orage qui ne surviendrait selon les probabilités que tous les 10 ans est en réalité une lame d'eau entre 3 et 4 cm. Donc voilà, toute surface qui peut s'auto-stocker n'a besoin que de 3-4 cm à retenir le temps de quelques heures. Alors ça c'est un rond-point dans l'Illinois aux États-Unis. C'est une infrastructure assez complexe, mais il récolte les eaux de ruissellement des voiries qui lui arrivent en fait. Et il a plusieurs rôles d'un point de vue urbanistique. Il est à la fois un rond-point de mobilité tout simplement, mais c'est aussi un parc, hein, les gens peuvent venir s'asseoir. Et c'est un élément de jeu, parce que dans ces zones-ci, l'eau s'écoule et s'écoule de marche en marche. Et donc en été, les enfants, enfin la photo est dans le catalogue, on voit les enfants jouer dans cette partie-ci. Donc c'est vraiment un élément de jeu. Et donc, ils font cette fontaine de jeu avec l'eau de ruissellement qui vient des voiries. Alors comment est-ce que ça se passe ? Mais l'eau est tout d'abord récoltée et stockée dans une ancienne canalisation surdimensionnée qu'il y avait juste en dessous, donc ils l'ont fermée de chaque côté, c'était un tuyau d'1,5 m de diamètre.
Et puis, de ce premier élément de stockage, il y a des débordements possibles, mais surtout, l'eau qui va être intégrée à la partie fontaine ou jeu est pompée, récupérée pour passer par des filtres et de la phytoépuration qui fait partie des aménagements verts de ce parc. Et puis, ce qui va être vraiment spécifiquement destiné aux fontaines passe par un filtre UV, malgré tout en plus, hein, parce qu'il y a l'aspect sanitaire pour le public. Voilà, donc un élément un peu complexe, mais voilà, qui permet vraiment d'intégrer les fonctions urbaines avec une récupération, une valorisation des eaux de pluie, la temporisation, le traitement de la qualité, enfin tout y est. Alors, dans les espaces verts, on a par exemple ce parc-ci qui a vraiment été dessiné pour pouvoir recevoir des pluies successives. Voilà, c'est la première ondulation qui se fait inonder. Oui, il y a un petit problème dans la description du dessin. Ici, c'est évidemment une première petite pluie qui va inonder la première ondulation, et puis elles vont toutes s'inonder successivement suivant l'importance des pluies. C'est aussi soutenu par, il y a quand même un petit récolteur au départ qui permet une décantation pour que l'eau qui est envoyée ici ne soit pas de l'eau brute, parce que c'est aussi un parc qui reçoit 4 petits bassins versants, un collège et ses abords, le parking d'une médiathèque. Donc voilà, il y a aussi un traitement minimal qui est fait à l'amont. Alors ça, c'est l'élément central d'un écoquartier en Allemagne. Et c'est une place assez connue, hein, parce que tout d'abord les voiries de l'écoquartier amènent jusqu'à cette place l'eau qui est donc partiellement filtrée, décantée déjà au niveau des noues. Et donc tout le trop-plein de ces noues arrive vers cette grande place pleine centrale, hein, qui semble aussi être déjà un élément de jeu en soi. Et en fait, elle est entièrement construite sur environ 1 mètre de gravier, bien sûr, qui est géré pour tenir durablement, et dans lequel il y a vraiment un bassin d'orage de 37 000 m3. Donc voilà, cet élément-là, cette place que vous voyez est capable de retenir juste dans ces sous-bassements 37 000 m3. On voit ici des éléments de sortie, et donc quand il pleut, même les éléments souterrains laissent par endroits s'échapper l'eau pour aussi animer la place et voilà, rendre un élément paysager, une compréhension du parcours de l'eau par temps de pluie. Alors, un autre parc en Île-de-France. Ici, c'était un parc qui était inondé de façon chronique. Les espaces étaient piétinés, donc toujours boueux, etc. C'était vraiment un projet assez complexe. Et l'enjeu, c'était vraiment de réussir à créer une aire de jeu et de promenade qui intègre ce caractère inondable permanent. Et donc voilà ce que ça donne, hein. Par temps de pluie, tout le monde comprend bien qu'on continue à marcher sur le caillebotis parce que le reste des éléments se font inonder. Mais voilà, on a cette sensation, ce rappel visuel permanent de la double fonction de ce parc. Bon, ça j'ai mis à titre anecdotique parce que voilà, il y a moyen de s'amuser pour créer des petits espaces de rétention, mais ça évidemment c'est un espace tout à fait rural qui nous touche peut-être un peu moins. Au niveau des terrains de sport, ici un exemple d'un skatepark aussi aux États-Unis qui aussi recueille en bassin versant des rues avoisinantes. Et je ne sais plus le volume qu'il est capable de retenir, voilà, 62 m3. Et en fait, les eaux sont avant d'être infiltrées, enfin, les eaux sont récoltées et viennent ici, voilà, dans un traitement par l'interaction sol-plante et sont infiltrées. Donc l'ensemble du bassin versant est infiltré au niveau de ce skatepark. Alors voilà une voie, un mail piéton, hein, dont on voit les noues, des noues ici sur le côté. Et voilà, l'eau monte, est stockée ici. Elle peut même un petit peu déborder encore. Il y a environ 2 mètres de l'espace piéton qui reste toujours à pied sec, même par temps de très très fortes pluies. Et il y a des avaloirs ici au fond
au fond de la Noue qui crée un débit limité vers le réseau d'égouttage parce qu'il n'y a pas d'autres exutoires naturels possibles. Et voilà, et c'est un élément qui crée une séparation intéressante entre le bâti et la circulation. Alors ça c'est en Australie, c'est aussi une voirie très très importante mais sur laquelle justement l'effet d'îlot de chaleur était très présent. Donc ils ont installé une tranchée alors ici, hein, parce que c'est voilà, c'est au niveau, c'est nivelé au niveau de la voirie, mais tout l'élément hydraulique et de rétention et d'infiltration se joue en dessous. Il y a des éléments piétons avec des dalles infiltrantes et plus loin il y a des éléments végétalisés. Et l'eau qui est récoltée dans les éléments piétons est guidée par une légère pente pour être traitée, prise en charge et mieux intégrée par les éléments plantés. Alors, un autre quartier à Portland aux États-Unis, hein, qui est vraiment un quartier en cuvette. Il fallait absolument qu'ils trouvent des solutions pour ne plus devoir fonctionner avec un réseau qui était mis en charge en permanence. Et donc ici, voilà, c'est une voirie avec des zones infiltrantes en bord de voirie. Et ici, sous les arbres, on voit cette bouche qui guide en fait l'eau sous les arbres dans de nouveau des éléments stockants construits en dessous de la partie végétalisée. Le parc des Chénévreux à Nanterre. Bon, là aussi, on comprend tout de suite l'hydraulique du lieu. C'est aussi un parc qui reçoit les eaux d'autres infrastructures, hein, qui participent à l'épuration et à la prise en charge qualité de zones qui sont peut-être plus chargées en matière de trafic, etc. Et alors un parking de nouveau qui est d'une simplicité déconcertante, donc quand on voit ça on ne remarque rien, alors qu'en fait son mécanisme est très très simple. Donc au creux de ce parking qu'on voit ici, il y a en fait une petite canalisation avec un simple filet d'eau qui permet de recueillir et de stocker. Cette canalisation a déjà un petit volume de stockage intéressant, mais les pluies successives, j'ai plus en tête les pluies de temps de retour qui sont prises en charge, mais voilà. La pluie maximale qui peut être prise en charge crée à peu près 5 ou 10 cm ici au milieu, et on peut même encore rentrer dans sa voiture presque à pied sec. Mais voilà, c'est un bassin d'orage qui ne coûte rien. Il faut juste le concevoir au départ et être très vigilant sur la partie terrassement du chantier, bien entendu. Et donc voilà, de tous ces retours d'expérience, notamment beaucoup de la part de la France, hein, on observe que par rapport à tout ce qu'ils ont déjà vécu, dont beaucoup d'exemples précités, ils vont de plus en plus vers une simplification des ouvrages. Par exemple, ce type d'ouvrage-ci, qui est une noue dans une zone urbanisée d'un tissu plus lâche. Bon, c'est pas très joli, mais on a veillé à ce que cette noue-ci, elle puisse déborder sans venir sur la passerelle d'une noue à l'autre, etc. Donc on a pris beaucoup de précautions. Il y a un bidim ici qui empêche, je sais pas, que les systèmes racinaires altèrent. Enfin voilà, c'est une conception sur laquelle ils reviennent beaucoup. Ça fonctionne très bien, même si on supprime ces espèces de connexions, parce que ce sont des mini bassins versants. Au fond, l'eau qui s'écoule ici, voilà, s'il y a un petit filet qui s'écoule par là, c'est pas grave, mais c'est beaucoup plus facile à entretenir, à installer. Il n'y a vraisemblablement pas besoin de mettre. Enfin, c'est à leur expérience qu'ils constatent qu'on peut vraiment aller vers des infrastructures beaucoup plus simples, simplement des creux plantés. Parce que, voilà, de nouveau, les mécanismes naturels qui sont à l'œuvre avec les systèmes racinaires, etc., qui maintiennent la capacité infiltrante du sol, voilà, sont finalement tout à fait suffisants et beaucoup plus durables sur le plan de l'entretien et de la gestion que toute une mise en œuvre technique avec des matériaux extérieurs. Alors, un des autres grands enseignements à tirer, c'est l'intégration dans le tissu urbain, et donc en générant de la multifonctionnalité, parce que ça permet une bien meilleure prise en compte et un bien meilleur entretien de ces infrastructures, du fait qu'on les a tout le temps
sous le regard, du fait qu'elles font partie du parcours d'entretien d'une voirie classique. Parce que quand on met à l'écart ou hors de la vue, derrière le mur, un élément hydraulique qui n'a que sa fonction hydraulique, ben ça tourne souvent très très mal. C'est oublié, c'est mal entretenu, voilà. Et alors, voilà, une des grandes informations que l'on reçoit aussi de la part de nos voisins, c'est que ça permet vraiment une optimisation des coûts d'investissement et d'exploitation. Forcément, il vaut mieux créer ce type d'infrastructure, surtout extrêmement simplifiée, que d'installer un réseau d'égouttage et de collecte enterré. Le fait que ce soit plurifonctionnel, mais ça aussi participe à l'optimisation des coûts. Et la diminution du rejet d'eau claire aux égouts a aussi bien entendu un impact sur le coût de la gestion du réseau d'égouttage. Bien entendu, bon, à Bruxelles, ce sont tous des portefeuilles différents, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, mais l'effet global est le suivant.